Bonsoir et merci d'être à nouveau présent en nombre pour assister à ce dernier débat Mars Actu pré-municipal. Une soirée donc consacrée à la participation, à la manière dont les politiques, les élus prennent en compte la vie des citoyens, font avec parfois, rendent compte de leur mandat. Je commence par passer la parole au Théâtre de l'Œuvre qui nous accueille une nouvelle fois et on est content de ce partenariat pour quelques mots et ensuite on fera monter sur scène les premiers invités. Alors bonsoir, bienvenue au Théâtre de l'Œuvre. Je suis Sébastien, du coup chargé de communication du théâtre. On est heureux, nous, d'accueillir une fois de plus le débat Mars Actu dans la perspective des municipales 2020. Un petit mot sur le Théâtre de l'Œuvre. Alors nous, on est un théâtre populaire et participatif. On travaille beaucoup avec Belzun et ses habitants tout au long de l'année. On essaie d'être le plus ouvert, chaleureux et accueillant possible quotidiennement. Et puis voilà, on est un théâtre qui essaie de faire se rencontrer les différentes cultures, les différentes identités, les différentes visions politiques. Donc voilà, ce soir c'est parfait pour ça. Et puis sinon on est un théâtre aussi associatif qui marche grâce à des subventions, aux dons et à des bénévoles qui nous aident quasi quotidiennement aussi. Des dizaines de bénévoles, mais aussi grâce à vous. Et puis voilà, c'est pour ça que je vous invite aussi en sortant à mettre ce que vous pouvez dans le petit chapeau qu'on met à disposition. Ça nous aide beaucoup, donc merci beaucoup et bon débat en tout cas, merci. Merci et on va commencer par, je vais appeler sur scène les grands témoins, donc des acteurs qu'on a sélectionnés, à qui on a proposé de venir poser un peu un premier constat, des témoignages sur le sujet. Donc j'ai nommé Jean-Marc Chaput, que je vois ici au premier rang, Cesare Mattina qui s'est mis un peu plus loin, et Fatima Mostefaoui, que je crois, voilà, qui est au fond. On peut les applaudir. Par avance, merci. Choisissez vos chaises. Alors pour introduire cette soirée, on va démarrer avec Cesare Mattina. Vous êtes sociologue au LAMES, donc laboratoire méditerranéen de sociologie, donc Aix-Marseille, rattaché à Aix-Marseille Université, et vous êtes l'auteur de Clientélisme urbain, gouvernement et hégémonie politique à Marseille, qui traite notamment de la question, qui a un chapitre sur les relations notamment avec les CIQ, mais qui traite voilà, de la manière aussi dont les politiques ont pu construire cette relation avec les citoyens. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous résumer cette tâche un petit peu compliquée de résumer un ouvrage, voire un chapitre d'ouvrage en quelques minutes? Les micros filaires plutôt. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, dans ce livre Clientélisme urbain, il y a un chapitre spécifique sur la démocratie locale à partir de plutôt une analyse historique des comités d'intérêt de quartier à Marseille, de leur rôle, et en particulier de la relation qui s'est créée dans le temps entre la mairie centrale et ces différents comités d'intérêt de quartier qui sont très anciens, hein, comme Moisa nous enseignera, fin 19e, début 20e, pour certains, et qui donc ont été construits dans le temps et avec une très forte légitimation qui s'est affirmée, surtout, il n'y a pas que moi, il y a d'autres historiens, sociologues, politistes, qui l'ont montré, qui s'est fondé dans les années 60 avec Gaston Deffer, avec plusieurs élus qui ont poussé ça dans les différents quartiers, avec une formation aussi par le bas, hein, par des comités de citoyens, de commerçants qui ont créé ces comités d'intérêt des quartiers, qui ont été assez vite légitimés jusqu'à aujourd'hui, hein,
comme des institutions très légitimes à représenter un territoire. Donc effectivement, légitimation territoriale. Donc le CIQ est le CIQ d'une portion de ville, d'un morceau d'un quartier ou d'un quartier tout entier, avec effectivement une délimitation de ses frontières qui est dans les statuts même de ces CIQ, qui est reconnu par une confédération générale des CIQ, donc un vrai système structuré dans lequel il y a une légitimation de type territorial, donc à parler au nom du quartier. Évidemment les légitimations historiques, puisque il s'agit de comités d'intérêt du quartier qui remontent fin 19e, début 20e, et qui ont là toute leur légitimité d'avoir toujours parlé au nom d'un territoire. Ça se double, ça se triple, si vous voulez, d'une légitimation institutionnelle très forte, qui est celle promue par les majorités socialistes de l'époque de Gaston Defferre, mais répétée dans le temps par Vigoureux et plus tard par le maire Jean-Claude Gaudin, qui les a toujours associés à tout un certain nombre d'activités et de liens de construction de politiques publiques, en les associant en réunion avec les préfets de police, avec plusieurs instances sous les territoires. Alors, effectivement, on peut se demander, je parle dans le livre d'une hyper-légitimation des CIQ, parce que fondamentalement, par rapport à d'autres associations, loi 1901, du point de vue juridique, sont globalement sous le même pied d'égalité. Les CIQ ont été hyper légitimés, alors que d'autres, qui parfois prennent la parole au nom d'un quartier ou d'un territoire, ont globalement, par rapport à ce système historique ainsi consolidé, ont moins de points, ont moins d'importance sur les différents enjeux de quartier, sous les territoires. C'est donc un choix qui a été fait. C'est une méthode de gouvernance pour canaliser un peu ces discussions avec les citoyens. Ça a été un méthode de gouvernement depuis très longtemps, et qui a été confirmé aussi quand il y a eu des lois, par exemple, comme la loi Vaillant de 1999, où Jean-Claude Gaudin a fait le choix volontaire et clair et précis de dire on n'appliquera pas cette loi, on ne créera pas les conseils de quartier qui sont un élément supplémentaire et inutile, parce qu'on a déjà nos CIQ. C'était une de ces phrases dans la campagne, donc en confirmant le choix. Ça enlève rien à tout un certain nombre de qualités des comités d'intérêt des quartiers, de ses membres, de la sociabilité qui se crée dans ces comités, certains qui sont très actifs, d'autres moins, ça c'est absolument normal, mais il est vrai que voilà, où est l'espace pour d'autres types de représentation et de reconnaissance institutionnelle par la mairie centrale ou par d'autres instances. C'est un peu ça un des questionnements, et il y en a évidemment d'autres sur les questions de démocratie participative, mais ça c'en est un. L'autre grand sujet de votre ouvrage et de vos recherches, c'est le clientélisme, d'ailleurs, qui figure dans le titre. Est-ce que c'est encore, d'ailleurs, aussi ça, la relation qu'ont les politiques marseillais, les institutions marseillaises avec les citoyens? Est-ce qu'elle passe beaucoup par là, ce rapport de client, qui est le premier terme de notre débat, avant d'être un électeur, ou aussi client, électeur, acteur? Comment ce mode de clientèle, de discussion avec le citoyen s'est propagé et puis survit aujourd'hui? Les relations de clientèle, elles n'existent pas partout. Ce n'est pas qu'à Marseille, et pas qu'au travers des systèmes associatifs ou des relations entre des citoyens et des élus. Elles existent à tout niveau. Ils ont eu dans cette ville une très grande importance, à mon avis, dans une période de grande expansion des ressources publiques à redistribuer, c'est-à-dire les années 60-70, globalement, jusqu'au milieu des années 80. Aujourd'hui, il y a à se poser la question, à partir des années 90, avec une diminution des ressources, comment ça se passe. Ce qui est certain, c'est que si on bascule du côté de la démocratie, on va dire représentative, le problème, si vous voulez, c'est vraiment pour moi, là où il y a un manque fort de démocratie, c'est dans ce système d'élection. Ce système d'élection à deux arrondissements regroupés, là où on vote à la fois pour des conseillers
municipaux, pour des conseillers d'arrondissement et aujourd'hui aussi pour des conseillers métropolitains, tous ensemble, permet à ceux qui prétendent exercer le gouvernement sur cette ville à être sélectifs, à se dire, bon, une fois que j'ai pensé qu'il y a 4 couples d'arrondissement que je peux fédérer ensemble, où je peux essayer de trouver des alliances entre groupes sociaux et différents intérêts dans ces plusieurs quartiers, c'est plié. Et du coup, je peux ne pas m'intéresser, par exemple, à certains quartiers, comme le 15-16, par exemple, qui a quasiment toujours été à l'opposition municipale dans l'histoire de l'après-guerre marseillaise, sauf pendant quelques années, sous Vigouroux en partie, et pas plus que ça. Et on le voit, c'est-à-dire on peut effectivement ne pas s'occuper de certains quartiers et les laisser complètement à l'opposition pendant longtemps. Oui. Or, casser le système, ça voulait dire remettre en question. C'est jamais dans le débat, c'est pour ça que j'en parle. La loi PLM est une catastrophe. Il faudrait l'abolir et permettre une espèce de vote à l'échelle de toute la ville avec un deuxième bulletin pour voter pour les conseillers d'arrondissement. Oui, parce on va l'entendre certainement ce soir. À mon sens. La proximité, le plus de pouvoir aux mairies de secteur, c'est devenu, et c'est en train de, enfin, ça se confirme comme un thème phare. Voilà, il faut remettre au niveau du secteur la gestion, mais en même temps, on pourrait faire une élection municipale au niveau de la ville. Alors là, il y a toujours un problème. Par exemple, au niveau, dans tout un certain nombre d'embauches, que ce soit dans les services de la ville, dans les crèches, etc., qui est-ce qui va décider? Est-ce qu'on va faire de la décentralisation vers les mairies de secteur, y compris sur ce genre de choses? Ou bien, comme jusqu'à présent, justement, tout ce qui est les ressources de redistribution clientélaire classique, comme les emplois, est-ce qu'ils vont rester concentrés sur la mairie centrale? Là, il y a des enjeux de ce type-là qui vont se rejouer aussi par rapport à la question des cessions de compétences vers le niveau métropolitain un jour, je ne sais pas quand. Donc, vous voyez, les enjeux sont un peu là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a des belles possibilités de débat sur tout ça. Merci Cesare Matina pour ce premier éclairage et aussi cette fenêtre sur la question de l'élection aussi de la démocratie quand même. On est là aussi avant les municipales sur ce sujet. Je vais passer la parole à Jean-Marc Chaput, donc président de la Confédération du CIQ, qui a été un peu présenté par Cesare Matina et vous a un peu facilité la tâche. Vous aurez peut-être des choses à dire sur cette présentation. C'est vrai que on a l'impression, avec les assemblées générales auxquelles participent le maire, les représentants des collectivités, avec dans de nombreux événements, les CIQ sont le partenaire de dialogue, voilà, sont vraiment institués comme un partenaire privilégié. Pour vous, c'est, j'imagine, une source de fierté. Voilà, vous êtes entendu. En même temps, est-ce que vous entendez aussi ces questionnements sur l'écrasement que ça peut avoir, peut-être vis-à-vis d'autres paroles? Comment vous vivez avec ça aujourd'hui? Bonsoir. D'abord, je suis content d'apprendre que vous avez fait une étude sur les CIQ. Il faudra que je lise votre livre pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer, donc voilà, je serais intéressant de voir ce que vous en dites. Par rapport à votre question, c'est un fait. Voilà, nous le vivons. C'est vrai que nous avons pour nous d'abord l'ancienneté, ça a été dit. Certains CIQ ont plus de 130 ans, enfin existent avant la loi 1901. Nous, Confédération, on existe depuis 1924, on est reconnu public depuis 1982. Donc effectivement, on est là depuis longtemps. Et pour les élus et pour les institutions d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que les élus qui décident, il y a un certain chose qui est délégué à des institutions, c'est plus simple d'avoir un interlocuteur, effectivement, avec qui il peut dialoguer, ne pas aller chercher à droite, à gauche, etc. Nous avons pour nous, j'allais dire, d'une part l'ancienneté, mais aussi le maillage du territoire. Parce que je voudrais quand même rappeler qu'on parle de Marseille, mais la Confédération, c'est 250 CIQ sur l'ensemble de la métropole. Vous en avez sur tout l'ensemble du territoire, qui sont regroupés parmi 19 fédérations. Donc il y a ce maillage très important sur l'ensemble du territoire. Et puis on a, je dirais, l'expertise de l'usage.
l'expertise de la proximité. Et nous travaillons sur tous les sujets. À quoi nous servons? Nous servons à faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des habitants, que dans le cadre de vie s'améliore. Donc nous sommes généralistes, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas spécialisé sur tel ou tel domaine. Nous touchons tous les domaines, tout ce qui fait le cadre de vie d'un citoyen, eh bien, nous nous en emparons. Alors évidemment, que ce soit la propreté, la sécurité, l'environnement, etc., etc. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Et par rapport à ce qui a été dit, nous sommes apolitiques. Je le dis, je le répète. Et que oui, je sais bien que... je dirais que chaque CIQ, mais venez dans les CIQ, et vous verrez que effectivement, suivant les quartiers, ben, c'est la même sociologie que les élus qui sont en place. Vous le verrez qu'effectivement, entre le 16e ou le 14e, eh ben, vous n'avez pas la même personne qui représente les CIQ, parce que nous représentons la sociologie des quartiers. Donc il y a toutes les tendances. Nous avons interdiction de parler de politique et de religion. Donc on ne peut pas s'exprimer. Après, si quelqu'un a envie, bah, il démissionne et puis il s'engage dans la politique. Donc nous sommes totalement indépendants et je fais extrêmement attention, et tous les CIQ d'une manière générale, à effectivement être apolitique. Est-ce que vous ne faites pas un peu de la politique quand même, en défendant des idées, une certaine vision du territoire, de la qualité de vie? Je dirais la politique avec un grand P. Oui. Là, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, nous défendons une certaine qualité de vie. Donc forcément, nous faisons de la politique avec un grand P. C'est-à-dire que nous voulons être associés au projet. Nous voulons pouvoir, en amont, discuter des projets qui vont impacter, encore une fois, la vie de nos concitoyens. Donc c'est ça la vraie politique, c'est la politique publique. Donc c'est normal qu'effectivement, dans ce sens-là, nous faisons de la politique, mais pas de la politique politicienne. Cette question de la représentation, je participais à un débat que vous organisiez sur à peu près ce sujet-là, exactement. À la rentrée dernière, en septembre. Et un des présidents de CIQ, je crois qu'il était au Rouet, posait cette question aussi un peu comme une introspection. Poser la question aux autres CIQ qui étaient réunis en se disant, est-ce qu'on représente quand même toujours vraiment les quartiers où on est? Est-ce qu'on n'a pas un travail à faire d'aller vers les personnes les plus précaires, les jeunes, ceux qui ne votent pas, ceux qui sont moins investis dans la vie publique? Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose qui vous travaille un peu, cette question d'un membre du CIQ? Comment vous travaillez là-dessus? C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes des bénévoles. Bon. Donc, nous consacrons du temps et beaucoup d'investissements. Comme je vous disais, qu'on était généraliste, ça veut dire qu'il faut on essaye du moins d'être compétent dans tous les domaines. Donc forcément, on consacre beaucoup de temps. Il est évident que ne peut consacrer autant de temps que des gens qui peuvent se dégager de leur vie quotidienne. Que ce soit, bien entendu, des personnes qui travaillent. Nous avons, heureusement, des présidents de CIQ et des présidents de fédération qui travaillent. Mais c'est vrai que ça demande un tel investissement que tout le monde ne peut pas s'investir. Mais les CIQ sont ouverts à tout le monde. Nous n'avons aucune restriction. N'importe qui peut venir adhérer. La plupart du temps, c'est 5 euros ou 10 euros. Enfin bon, c'est extrêmement minime. Et venir discuter, faire des propositions et avancer sur des projets. Donc là, nous sommes ouverts à tous. Et nous ne faisons aucune exclusion. Et je pourrais vous citer un certain nombre de CIQ qui représentent tout à fait la sociologie de leur quartier. Voilà. Donc nous avons... Alors c'est vrai que, étant donné qu'il faut beaucoup de temps, il est évident que nous avons, et ça je ne vais pas le nier, beaucoup plus de personnes qui sont à la retraite qu'en activité. C'est normal, parce qu'effectivement, nous pouvons consacrer plus de temps à notre investissement. Mais, encore une fois, on n'interdit personne qui a envie de s'investir, de venir au sein de CIQ et de faire des propositions, de discuter avec les élus et de travailler avec nous. Merci Jean-Marc Chaput pour ce témoignage.
La dernière intervenante de ce premier plateau, de ces grands témoins, comme on les appelle, c'est Fatima Mostefaoui. Bonsoir, vous pouvez prendre ce micro. Vous êtes présidente de la Confédération Passons-nous dans les Bouches-du-Rhône, coprésidente au niveau national, je crois, si c'est encore le cas. Ah, c'est plus le cas, pardon. Et vous avez aussi été très active dans une association de locataires des Flamands, donc dans le 14e arrondissement. Les relations avec les politiques, vous les connaissez, les politiques et les aménageurs aussi, hein, puisque vous avez participé aussi aux discussions autour de la rénovation du projet de rénovation urbaine, comme on l'appelle, des Flamands dès 2005. Et sur plus, donc maintenant bientôt 15 ans, un projet qui a évolué. Vous avez vu arriver aussi un nouveau dispositif, le Conseil citoyen. Comment vous retracez ces 15 ans de dialogue avec la ville de Marseille, l'État, Marseille Rénovation Urbaine, les techniciens? Est-ce qu'il y a un mieux quand même dans la prise en compte des attentes et dans ce dialogue? Bonsoir. Donc, sur l'évolution qu'il y a eu sur le travail au Flamand, il y a eu l'absence de politique en 2005, les signatures de conventions, on n'était pas présents. Il a fallu qu'on bataille pour faire un schéma de concertation en 2007-2008. On a été menacé par des élus, certains élus. Donc, après les élus à Marseille, la mairie centrale, elle était absente sur, voilà. La présidente à l'époque du GPV, qui est aujourd'hui politique de la ville et rénovation urbaine, donc Valérie Boyer. Voilà, elle ne venait pas chez nous parce que c'était 13-14, c'était une tuerie. Donc elle n'avait pas envie de se faire tuer ou se faire démembrer. Donc elle ne venait pas chez nous. Les CIQ, je n'ai jamais vu aux Flamands. Je n'ai jamais vu des gens des Flamands pouvoir adhérer au CIQ, mais moi j'ai voulu adhérer, on m'a ouvert la porte. Après l'évolution, aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des batailles, parce qu'il n'y a pas eu qu'au Flamand, il y a eu la Busserine, il y a eu le Grand Saint-Barthélemy, il y a eu des collectifs qui se sont montés, il y a eu des choses qu'on a obtenues, mais on ne les a jamais obtenues facilement ou normalement, parce que il y a des têtes pensantes qu'on pensait pour nous, qui nous ont fait les projets et qui pensaient que les gens des quartiers n'avaient pas de cerveau pour pouvoir travailler avec eux la concertation, où on n'était pas assez, où on n'était pas des citoyens légitimes, pour reprendre le voilà, terme pour pouvoir de y travailler. Donc il y a eu des batailles. Hein. Je vois que dans la salle, il y en a 2 ou 3 qui se sont battus avec nous sur le Grand Saint-Barthélemy. Il y a eu des choses qui ont avancé. Après, c'est vrai qu'il y a eu... alors après, moi je dis, et je l'ai compris plus tard, c'est pas l'institution qui fait les gens, c'est les gens qui font l'institution. Quand vous avez des gens qui travaillent dans des endroits et qui viennent, qui sont payés par... qui sont payés pour travailler sur la participation des habitants, et quand ils arrivent, ils vous méprisent parce que vous n'êtes pas politiquement correct ou vous n'avez pas posé vos fesses à la faculté. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc ça, et arriver sans humanité, ça c'est compliqué. Donc aujourd'hui, là en 2020, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont progressé, mais elles n'ont pas changé parce que les personnes en face de nous, elles comprenaient notre détresse, ou elles comprenaient... le fait que déménager des personnes âgées 3 fois en 4 ans, c'était compliqué pour elle, ou qu'elle était, elle était anxieuse. C'est parce qu'on s'est battu, on a prouvé A plus B que c'était possible. On a vu l'espoir arriver avec les conseils citoyens. On s'est dit, c'est bien, on va rentrer dans les conseils citoyens. On est des habitants professionnels, donc on va pouvoir rentrer dans les conseils citoyens pour pouvoir travailler et essayer de peser sur les décisions. On nous a vite stoppés. Monsieur Gaudin n'a pas voulu mettre en place les conseils citoyens parce qu'ils sont sortis en 2014.
février 2014, M. Gaudin a exigé que si les conseils citoyens devaient se mettre sur Marseille, c'était avec les CIQ. Voilà. Oui, il existe le conseil citoyen, mais il a fallu qu'on se batte. Mais aujourd'hui, les conseils citoyens, c'est flop, parce que quand on les a posés, c'était 50% d'habitants et 50% des associations ou du tissu économique dans le quartier. Quand vous arrivez dans les conseils citoyens, vous avez les grosses associations, les gens qui comprennent quand on leur parle. Il n'y a pas eu de formation, il n'y a rien eu au niveau des habitants pour qu'ils puissent arriver et discuter. Aujourd'hui, les conseils citoyens, le seul que je connais qui a pris son envol et qui a réussi à fonctionner un petit peu, c'est le conseil citoyen du 1-6. Du 1-6 qui est présent dans la salle. Voilà. Dans le 13e, il a été bien à un certain moment. Mais le problème, c'est que nous avons, et la loi, elle dit 35 quartiers prioritaires, 35 conseils citoyens. Ils ont décidé de nous en mettre 10. Oui. Et on avec plusieurs quartiers, voilà, on fait des... C'est difficile de parler. Moi, je suis au Flamand. C'est compliqué pour moi de parler à la Busserine, même si c'est à côté. Ce que je vis au Flamand, à la Busserine, ils ne vivent pas la même chose que moi. On n'a pas le même bailleur, on n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas le même passage de véhicules. Voilà, c'est ça aussi. On n'a pas le même nombre d'associations. On n'a pas de CIQ. Donc ça, c'est un peu... Je vais en créer un. Moi, je vous le promets que je vais créer un CIQ et je vais voir si vous m'acceptez ou vous acceptez les... Voilà. OK. Je prends votre numéro de téléphone en sortant et je le crée. Voilà. Parce que c'est volontiers. Ça, Voilà. Je le crée. Je crée mon CIQ. On avance. Et peut-être une chose que vous pouvez amener au CIQ aussi, une idée, c'est les tables de quartier. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout attendu aussi, vous appelez pas sans nous la coordination, vous avez aussi organisé ces tables de quartier pour mettre sur la place publique les questions, les sujets. Est-ce que vous nous en parlez rapidement ? Alors, il faut savoir que les tables de quartier sont sorties après le rapport de Marie-Hélène Baquet et Mohamed Mechmech. Normalement, les tables de quartier, on avait présenté un rapport à l'ex-ministre Lamy. Et on lui a dit, voilà, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on a envie pour que les gens décident, partagent leurs revendications et leurs propositions. On a remis ça au ministre, à l'ex-ministre Lamy, là, et il nous a... Il était ministre sous François Hollande. Voilà. Bon, ben après, c'est pareil, ministre là ou là, c'est la même chose. Il n'a pas voulu appeler ça table de quartier, il a préféré appeler ça conseil citoyen. Les tables de quartier ont été en expérimentation sur toute la France, 6 portées par les centres sociaux et 6 portées par des collectifs. Toutes les tables de quartier qui devaient être portées par des collectifs n'ont jamais pu voir le jour. C'est qu'ils ont été portées par les centres sociaux. Elles ont marché... bien ou pas bien, ça dépendait de la personne qui avait. Et nous, en 2017, on s'est dit, franchement, moi, il y avait les conseils citoyens, ça faisait trop, des réunions pas possibles, parce que sur les conseils citoyens, il y avait aussi une négociation pour permettre aux habitants de venir, même si la nana ne travaille pas, mais elle vient au conseil citoyen, mais elle perd quand même son temps. L'idée aussi, c'était de faire admettre à tout le monde que les gens des quartiers étaient peut-être bénévoles, mais ils avaient aussi à faire garder leurs enfants, voilà. Donc ça, c'est un coût, la démocratie. Voilà. Et ça n'a pas été possible. Donc on s'est dit, nous en 2017, on s'est dit, ben nous ce qu'on fait, on monte une table de quartier, on voit. Donc sur les Flamands, elle a très bien marché. Là pour ça, Madame Fructus, elle nous a, parce qu'on a eu quand même une bataille en 2015 avec Madame Fructus sur les conseils citoyens. En 2017, on nous propose de faire des tables de quartier parce qu'on a prouvé que on pouvait revendiquer et faire des propositions. On a travaillé avec Marseille Rénovation Urbaine, on s'est battu sur une place de marché parce qu'on se dit que nous, dans les quartiers aussi, on a besoin de bio. Et que donc tout ça, ça a été travaillé. Ça avance pas comme on aurait envie que ça avance, mais il y a des choses qu'on a obtenues. Donc on a décidé de monter une table de quartier. On a créé la première table de quartier au Flamand.
Et sur cette table de quartier, on a demandé à la métropole de nous aider à maintenir cette table de quartier ou développer. Donc on a développé 6 tables de quartier en tant que ex-passant nous, parce qu'aujourd'hui on s'appelle avec nous. On a décidé, on a grandi, on a mûri, donc on rejette plus, on prend. Donc on a monté 6 tables de quartier qui fonctionnaient très bien. La préfecture nous a demandé d'en développer plus. Et l'idée, c'était, nous, quand on a créé notre table de quartier, c'était de plus accompagner les gens, parce que moi, j'en ai marre qu'on me prenne par la main et qu'on m'accompagne. Parce qu'une fois qu'on m'accompagne au bout du chemin, on me laisse avec patauger toute seule. Donc on s'est dit, au lieu d'accompagner, c'est outiller les habitants. Donc sur les tables de quartier, expliquer aux habitants qui sont en politique de la ville, qu'est-ce que c'est la politique de la ville, à quoi ça sert un agent dans la politique de la ville, à quoi elle sert la ville, à quoi sert un délégué du préfet, pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont dans un quartier prioritaire. On s'est aperçu que les gens, ils ne savaient pas ce que c'était un quartier prioritaire, et ils ne savaient même pas qu'ils habitaient, pour certains, pas les habitants comme moi, professionnels. On savait qu'on était en politique de la ville, mais pour l'habitant lambda qui rentre chez lui, qui s'occupe de ses gamins, il ne savait pas qu'il était en politique de la ville. Donc il était prioritaire. Et moi, une fois, une nana me dit, mais je suis prioritaire en quoi? Mes enfants, ils vont dans des écoles pourries, je n'ai pas de travail, mon gamin, je risque de le perdre pour aller au réseau. Donc c'est quoi qui est prioritaire dans tout ça? Donc on a décidé d'outiller les habitants. Et on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de peut-être aller rentrer dans les conseils citoyens et essayer de faire changer les choses. La préfecture nous propose de développer encore des tables de quartier sur tout Marseille avec la Fédération des centres sociaux et les AIL, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fonctionne, ça fonctionne. Là, les CIQ, ils sont un peu énervés. Pas les CIQ, pardon, je vous en veux tellement. Les conseils citoyens, parce qu'ils comprennent pas. Vous parler ils comprennent pas trop, mais il y a les choses qui avancent et heureusement qu'il y a des gens qui font que les choses avancent dans de bonnes conditions. Parce que là, il n'y a pas de politique. Voilà, c'est des habitants, des institutions, des techniciens avec qui on travaille. Moi, je vais juste donner un exemple sur la... Et pour conclure, parce qu'il va falloir laisser la place. Ouais, parce que je parle trop. Nous, on a du monde après. Sur la table de quartier des Flamands, ça nous a amené à aller vers des solutions, mais qui ont été trouvées par des collectifs d'habitants, créer une fabrique numérique, créer une médiation numérique et aller vers l'économie solidaire, informelle, mais qui est portée par les habitants et pour les habitants. Ça permet aussi d'avoir un lieu de discussion sans qu'on ait la politique de la ville, la préfecture, parce que ou d'autres institutions, d'autres élus, les tables permettent aux gens de comprendre leur... Alors après, ce n'est pas l'outil le plus merveilleux, hein, il y a d'autres outils qui sont bien aussi. Mais je ne sais pas si, à un moment ou à un autre, quels que soient les politiques, et surtout en cette période très sombre ici à Marseille, moi j'ai peur je le dis hein, franchement, j'ai peur de ce qui va se passer en mars. On est dans une période où tout le monde, pas tout le monde, mais parce qu'il y en a qui vont me taper en sortant, à regarder leur nombril ou à regarder leur intérêt. Et je pense que si, avant d'arriver aux périodes électorales, on s'occupe des quartiers prioritaires et qu'on mette des caméras, par exemple, dans tous les noyaux villageois, il y a des caméras, il y a des portails qui se posent. Nous, on n'a pas de portail, on a des casses à ciel ouvert dans nos quartiers. Je ne pense pas que les CIQ viennent aux Flamands, tournent voir ce qui se passe, ou aux Hirondelles, ou à Corot, parce que le poids que vous avez au niveau de la ville, je pense qu'on n'aurait pas tous ces problèmes-là et on serait considéré peut-être le fait de monter des tables de quartier ou des conseils citoyens. Je pense que si les CIQ ils étaient au plus près des habitants, si vous habiterez en face de chez moi, mais vous ne serez pas à la villa du Merlan, peut-être qu'on arriverait à se comprendre et à parler, parce que vous ne pouvez pas parler à ma place. Parce que ce que je subis, c'est moi qui le subis. Bon. Non, voilà. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. Merci Fatima Mostefaoui pour ce témoignage.
Je vais vous demander de laisser la place aux représentants des candidats à cette deuxième partie de soirée.